Eh bien, à mon sens, la régulation opérée par McLaren pose plus de problèmes qu'elle n'en résout vraiment. Problème numéro 1. La légitimité de ces règles. Et oui, depuis le début de ce parallèle qui mêle droit et économie, je vous parle de l'écurie McLaren qui porte la double casquette de régulateur et autorité de la concurrence. Mais pourtant, on est d'accord, il y a déjà un régulateur des comportements en piste. Il s'agit bien sûr de la direction de course. Et là, il y a un petit sujet. Car les pilotes sont confrontés à deux régimes de régulation, à deux légitimités. Celui de leur écurie qui les emploie par un contrat et les rémunère. De fait, elles ont quand même un pouvoir hiérarchique sur eux. Et de l'autre, vous avez la régulation sportive légale qui, elle, dispose du pouvoir de sanction en piste ou d'attribution de points sur la licence. Or, que se passe-t-il à Singapour ? Norris vient légèrement percuter Piastri après avoir touché Verstappen. On parle certes d'une caresse pneumatique, mais il y a contact quand même. Et c'est interdit par les Papaya Rules. Piastri en fait appel au régulateur McLaren car il estime que la règle est transgressée. Mais le régulateur légitime des comportements en piste, à savoir la direction de course, lui, n'a rien trouvé à dire sur cette touchette. Piastri avait toutes les raisons d'estimer la règle bafouée. D'un point de vue cynique, Norris, lui, n'en avait pas, car au final, la direction de course ne lui a rien signifié. Au crash d'Austin, on est typiquement dans ce cas d'interprétation grisâtre bien chiante à trancher. À ce virage 1, on peut estimer que Piastri a peut-être plus de responsabilités, mais la direction de course n'a rien signifié ni infligé de sanctions ex post avec une pénalité sur la grille ou autre chose. Donc au final, incident de course au premier virage, à circuler, y a rien à voir. Au regard de la régulation McLaren, Norris avait, peut-être, des raisons d'estimer la règle bafouée. Et je dis peut-être car pour le coup, c'est quand même très très discutable. Mais en tout cas, Piastri, s'il se fie à la direction de course, lui, n'en avait aucune. Donc au final, le régulateur légal ne trouve rien à dire sur ces incidents, mais l'écurie oui, puisque comme on l'a déjà dit, ce que Norris a fait à Singapour a eu des répercussions, de même ce qu'a fait Piastri à Austin. Cette juxtaposition de deux modes de régulation place les pilotes dans une situation quand même bien étrange. En réalité, c'est comme s'ils avaient deux arbitres ou deux juges. Et c'est là un premier point qui n'est pas complètement anodin car il met en évidence deux écueils. Le premier, c'est l'exigence de traitement intègre que les pilotes sont en droit de réclamer à McLaren. Vouloir être équitable en étant transparent pour toutes les parties, ça c'est l'ambition de l'équipe. Très bien. Mais cela implique un niveau de responsabilité important qui va se frotter à un point de friction sensible, à savoir le consentement des pilotes. Car en tant que compétiteur, si vous estimez que tout ou partie des décisions ne vont pas dans votre sens, alors cela peut générer toutes sortes d'insécurités. Un manque de confiance, de la frustration ou de la paranoïa dans les cas extrêmes. Dans tout domaine où s'exprime la compétition, la reconnaissance et l'approbation du cadre de jeu, leur légitimité donc, est extrêmement importante. Ce consentement est un sujet délicat, car pour paraphraser Étienne de la Boétie, il relève de la servitude volontaire. Et la citation suivante n'est pas tant de savoir si elle trouvera matière à faire parler, c'est déjà le cas, mais à quel degré le futur lui accordera ou non sa justesse. Pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une. Ou qu'ils y soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Et j'ai ma petite idée sur celui qui est trompé. Ou plus précisément, qui s'est peut-être trompé. Mais on y reviendra en fin d'épisode, passons au deuxième écueil. Le problème numéro 2 découle donc du premier. C'est l'ambiguïté de la cohabitation de ces deux régulateurs. À bien y regarder, les Papaya Rules ne défaussent pas les décisions sportives. Souvenez-vous de Piastri à Silverstone, où suite à la pénalité de 10 secondes qu'il a reçue pour son freinage dangereux, il avait demandé à son équipe de le refaire passer devant si elle estimait que cette décision était injuste. Refus du Muret. Suite au crash au Canada, les commissaires de piste infligent à Norris 5 secondes de pénalité d'après-course. Alors oui, il a abandonné, mais pour rappel, le règlement effectue le classement final des pilotes qui ont parcouru à minima 90% de la course, ce qui est le cas ici. En tout cas, pas de sanction en plus de la part de McLaren pour le coup, alors qu'il y a eu contact. Cette juxtaposition de deux légitimités soulève un angle mort selon moi dans le management concurrentiel de McLaren. C'est le cas du faux positif et du faux négatif. Le faux négatif, dans le cadre d'un jugement ou d'un arbitrage, c'est quand on acquitte à tort un coupable. Exemple, la manœuvre de Verstappen au 48e tour d'Interlagos 2021. Oh, il est bien placé, Hamilton. DRS, accélération et aspiration prise. Il va rester et à l'intérieur. Par l'extérieur, Lewis Hamilton. Le freinage, repousser le Verstappen pour obliger Lewis Hamilton à aller hors piste. Les deux sont dans l'échappatoire. La défense plus que musclée de Verstappen.
Le faux positif, c'est le cadre d'examen ou d'arbitrage dans lequel on sanctionne à tort un innocent. On peut prendre pour exemple les 5 secondes de pénalité de Vettel au Canada en 2019, suite à son retour en piste dans son duel face à Hamilton. On revoit les raisons de cette pénalité. La perte de contrôle de Vettel, le retour en piste. Effectivement... Je vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Il était en travers quand il est revenu en piste. À part s'auto-limiter, je sais pas. Alors je vous ai pris ces 2 exemples, car même plusieurs années après, il reste à interprétation. En effet, même s'il est plus facile d'analyser et juger après un incident car on a de meilleures informations et plus de recul, cela reste du domaine de l'arbitrage. En dernier ressort, cela demeure une interprétation. Entre les pilotes McLaren, dans une situation comme l'accrochage du Canada, il est facile de trancher ou juger à qui la faute revient. À Singapour ou Austin, ça l'est déjà moins, car il y a un ou plusieurs facteurs tiers. Or, dans ces histoires, il y a le blanc, le noir et au milieu le gris. Et dans les circonstances un peu délicates qui font plus penser à un incident de course, vous avez ce risque de vouloir désigner un responsable et donc un faux positif. C'est typiquement ce qui s'est passé avec Piastri à Austin. McLaren, et peut-être lui-même, ont considéré qu'il avait une part de responsabilité, mais elle est vraiment très discutable. Enfin, peu importe, il verra donc son avantage concurrentiel sur Norris aboli. Le faux négatif, donc quand on acquitte à tort un coupable, est aussi dans une zone grise concernant l'accrochage de Singapour. La direction de course ne dit rien, mais en vérité, McLaren peut tout à fait prendre une décision bien avant la fin de la course car la règle de ne pas se toucher est clairement enfreinte. Alors au final, doit-on en conclure que McLaren se range quoi qu'il en soit derrière la direction de course, donc le régulateur légal, avant de prendre elle-même ses décisions ? Ça je ne sais pas, c'est une ambiguïté qui reste en suspens et le temps nous en dira plus. Même si on peut en avoir une petite idée avec le cardinal de Retz, qui écrivait un jour qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Le problème numéro 3, c'est que la F1 est un sport où les gains et pertes de temps, position peuvent venir de tous bords à tout moment et dans lesquels les faits de course et prises de décision sont extrêmement rapides. Or, par définition, il est quand même compliqué de planifier une réaction et surtout la bonne ou la plus pertinente. On ne peut pas tout imaginer et surtout on ne peut pas tout corriger en accord avec ces principes. Par le fait qu'elle soit constituée d'hommes et machines, la compétition a nécessairement sa part d'incertitude, d'imprévisible et d'injustice. Et s'il y a bien une chose qui caractérise l'histoire de la Formule 1, c'est tout cela à la fois. Or, vouloir contrebalancer ou penser pouvoir maîtriser les effets de ces éléments me semble un jeu hasardeux dans lequel on devrait s'engager les mains tremblantes. Ma question est donc la suivante. Une écurie peut-elle endosser le rôle de force supérieure omnipotente et surtout immanente de la course automobile ? Vous avez 4 heures. Le problème numéro 4 est la réponse que donne McLaren à cette question pour le moment. Alors je me répète, la réalité du sport automobile, c'est son aléa. À chaque départ, les cartes sont rabattues, et si je devais être un peu caricatural, je dirais qu'à chaque course, sa vérité. Par conséquent, en premier lieu, il me semble que c'est un processus sans fin que de vouloir s'adapter au réel et les tensions qu'il peut faire subir à un ou quelques principes qu'on s'est posés, ou les quelques scénarios qu'on s'est imaginés. Le sport trouvera toujours quelque chose à redire à ce que vous pensez être juste, bon ou judicieux, peu importe le bout par lequel vous le prenez. Et en deuxième lieu, vous savez peut-être où vous commencez, mais savez-vous vraiment où cet engrenage va vous mener ? À quel moment l'arrêter ? Et pour cette dernière question, j'y reviens dans quelques instants. Problème numéro 5. Avec cette démarche très spécifique, qui a vocation à s'adapter au réel et en trouver des remèdes, McLaren tente, en vain je crois, de bonifier l'administration globale de la concurrence entre ses pilotes. Car la conduite de l'équitable, c'est un exercice administré. Par des comptes, des lois, des textes, des règles, bref, tout ce que vous connaissez aussi bien que moi. Le risque que l'on en arrive à des règles ex ante plus formalisées et contraignantes me semble très faible. En revanche, l'administration et l'imagination bureaucratique, ça se combine bien pour pondre des absurdités bonnes à faire dissensus ou franchement rigoler. Le problème numéro 6 est que depuis 1 an, cela crée une gestion et une communication qui embarrassent un peu tout le monde. Si vous n'êtes pas convaincu par mon propos, je ne pouvais être mieux servi que par le point média de jeudi du Grand Prix du Mexique. En effet, à l'heure où je réalise ce podcast, après les répercussions que devait subir Norris jusqu'à la fin de la saison suite à son contact avec Piastri à Singapour, voici que le jeune pilote australien annonce qu'il a certainement une part de responsabilité dans le crash du premier tour de la course sprint à Austin. Et que dorénavant, les répercussions concernant Norris n'avaient donc plus lieu d'être. Retour à l'état de level playing field, comme je vous en parlais dans l'épisode précédent.
S'il fallait trouver une illustration on ne peut plus claire de l'analogie avec l'économie du droit que je vous propose, honnêtement je n'aurais pas trouvé mieux que cette suite de décisions ex post et ex ante. Très honnêtement, même si j'essaie de prendre une certaine distance avec ce sujet, ma première réaction a été de trouver ça assez grotesque et de constater tristement qu'en fait il y avait plus d'eau que de saveur dans la papaye édition 2025. Et je ne suis pas le seul. Et oui, car le problème numéro 7, c'est la réception de ces règles par le public. Le fait que McLaren provoque involontairement des situations d'asymétrie et les corrige par elle-même, ex post, pour restaurer un équilibre, ne peut que créer de la confusion et de l'exaspération. Cela provoque cette désagréable impression que les règles s'écrivent au fur et à mesure ou qu'elles favorisent un des deux pilotes selon les circonstances. Et c'est objectivement vrai. Si vous voulez restaurer un équilibre concurrentiel équitable ou pur et parfait, qu'importe l'appellation, la seule solution c'est la distorsion des règles. Créer de l'asymétrie temporaire. L'asymétrie, pour la définir clairement, c'est quand un ou plusieurs obstacles structurels ou conjoncturels empêchent à un acteur économique d'étendre sa puissance par ses seuls mérites. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé à Monza. 1. On a demandé à Norris si ça ne le dérangeait pas d'être arrêté après Piastri pour que son coéquipier se défende de Leclerc. Norris dit que non s'il n'y a pas d'undercut en sa défaveur. En clair, qu'après son passage au stand, il ne ressorte pas derrière Piastri. L'écurie, tel le prêteur en dernier ressort, lui garantit que non. Le souci, c'est que l'aléa, à savoir le pit stop trop long de Norris, le fait ressortir derrière Piastri. On est donc là en situation asymétrique, car Piastri récupère un avantage positionnel par cet arrêt au stand. Alors est prise la décision de rétablissement de l'équilibre. On demande à Piastri de laisser passer Norris, et qu'ensuite liberté est donnée de se rebattre en piste. C'est une mesure compensatoire de l'asymétrie subie. Elle n'a pas lieu à favoriser Norris. Elle a été décidée pour rétablir le jeu en réelle situation de concurrence pure et parfaite. De redonner à Norris la possibilité d'étendre sa puissance, comprendre ici sa domination sur l'ensemble du week-end par ses seuls mérites. Chose que l'arrêt au stand est venu annihiler. Pour ce sujet de la concurrence, vous avez l'autre méthode, comme je l'expliquais à l'épisode précédent, c'est de créer un cadre ex ante contraignant avec plein de règles pour toutes sortes de situations. Mais c'est non seulement une chose trop difficile à mettre en place, et elle va complètement à rebours de l'esprit de la course. Et honnêtement, je ne crois pas que McLaren ait cet état d'esprit, bien au contraire. Et c'est un paradoxe qui nous fait transiter au problème suivant. Problème numéro 8. Avec cette éthique sportive, McLaren se crée elle-même une situation d'enfer pavée de belles intentions. L'écurie veut laisser ses pilotes se battre équitablement et ne pas attribuer de consignes d'équipe. Objectif tout à fait louable. Mais avec toutes ces zones grises, cet empilement de légitimité, ce rôle qui positionne l'écurie dans un magistère où elle peut réguler et sanctionner sans savoir réellement où cet engrenage peut l'entraîner, la contraignant ainsi à administrer la concurrence entre ces deux pilotes mais aussi les confronter à une exposition médiatique gênante et révulsante pour le grand public, ça fait beaucoup je trouve. Et donc, est-ce une quadrature du cercle qui vaille le coup ? Tout cela peut perturber ses pilotes, rajoute de la pression à l'opérationnel et corsette l'instinct de compétition autour du tabou « ne vous touchez pas ». Tabou qui crée une croyance d'une course automobile où les égos sont contrôlables, une illusion de la course où l'aléatoire peut avoir son pendant compensatoire. Et donc au lieu de vous laisser cogiter inutilement 4 heures sur une question qui ne le mérite pas, je vous donne la réponse, du moins la mienne. À mon sens, une écurie ne devrait pas se constituer comme force omnipotente et encore moins immanente d'une compétition. En clair, elle ne doit pas rentrer comme régulateur pérenne et restaurateur de l'incertitude sportive, ou sinon à des degrés très mineurs. Bon, on en a fini avec la présentation des problèmes. Maintenant, je dois reconnaître que j'ai une forme de respect pour l'approche de McLaren car elle correspond à la vision du board. Ce que fait l'écurie Papaye dans la démarche et comment elle l'assume est cohérent et donc assez estimable. C'est quand même une démarche assez radicale, ambitieuse et plutôt unique en son genre. Bon, je n'y adhère pas et je pense que vous l'avez compris avec ce petit exercice critique. Je tiens surtout à pondérer un peu l'irritation que ces Papaya Rules provoquent, mais en essayant de parler du fond.
De plus, pour le moment, on n'a pas vu de situation scandaleuse. Irritante et questionnante, aucun doute. Mais rien de scandaleux. Alors toutefois, le ver est certainement dans le fruit, alors wait and see. Et je tenais à pondérer un peu car je trouve un peu fort de café les accusations portées contre l'écurie, consistant à les accuser de gâcher un championnat et globalement le tintamarre que cette approche a occasionné. Si je devais m'en prendre à des acteurs de la discipline pour ce championnat gâché, ce sera en premier lieu envers la concurrence de McLaren. Car c'est avant tout la faiblesse des autres, entendez Mercedes, Ferrari, et j'inclus Aston Martin aussi, qui après 4 années de réglementation, laisse une porte grande ouverte à l'écurie de Woking. Et quand on se rappelle les tréfonds où cette écurie était début 2023, on a quand même de quoi la voir mauvaise avant tout par rapport à ses concurrents. L'équipe tenue par Brown et Stella persévère dans son être car aucune force ne l'entrave, sauf Verstappen. Je suis convaincu qu'avec une concurrence plus serrée et agressive, le luxe des Papaya Rules n'aurait pas pris ce tournant. Du moins, peut-être pas autant de place. L'inégalité de la concurrence a permis à McLaren de gérer l'égalité de ses pilotes. Et malheureusement, ce qui aurait pu se décider sur la piste, s'est effectivement plutôt déroulé à sa frontière, c'est-à-dire derrière le muret. Toujours est-il qu'à ce jeu d'apprenti sorcier, j'ai bien peur, ou plutôt j'espère secrètement, que la réalité vienne se rappeler à tout ce beau monde. Si ce n'est déjà fait. Alors l'avenir nous le dira bien, mais j'ai une hypothèse et je conclurai ce développement concernant McLaren sur celle-ci. Je pense que la suspension des répercussions concernant Norris est la meilleure décision à prendre pour l'écurie. Une fois n'est pas coutume, je vais m'accorder la grande naïveté de croire qu'elle se rend peut-être compte que cette gestion pose plus d'embarras que de commodité vertueuse. En conséquence, l'incident d'Austin est, potentiellement, le kairos de McLaren. Un prétexte, un moment opportun pour qu'à présent, les deux pilotes puissent concourir pour le titre avec les risques que cela induit. Autrement dit, une hypothétique suspension ou atténuation des Papaya Rules qui ne dit pas officiellement son nom. Mais, et c'est toute la beauté et ironie de la situation, cela se ferait dans un parfait contretemps car Austin est aussi ce moment où la réalité, incarnée par Max Verstappen, est venue se rappeler à toute l'écurie. Oui, le titre pilote peut leur échapper. L'heure des choix se rapproche peut-être, et ce qui jusqu'à aujourd'hui s'est limité à une hémorragie externalisée contenue par des cataplasmes par-ci par-là pour contenter les deux pilotes, pourrait donner lieu à une infection qui forcera à privilégier l'un d'eux à très court terme. En tout cas, les dés sont lancés, et la combinaison de chiffres tombés pour Oscar Piastri est pour le moment la moins avantageuse.